Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vous emmène en Alsace. Je vais vous raconter La chevauchée infernale de Jean Portail. Très belle écoute à tous. Nos artilleurs de 14-18 qui utilisèrent en observatoire les ruines du château de Fronstein au-dessus du ballon de Guebwiller auraient peut-être rougi d'accorder créance à la légende qui s'y rattache. S'il arriva que durant sa veille, le guetteur eût à frotter les verres de ses jumelles en se demandant s'il rêvait, nul n'en a su. Il y a des choses que l'on garde pour soi, par souci de sa dignité d'homme fort, à moins que l'épouvante ne l'emporte. Comme ce fut le cas pour ce promeneur, surpris par la nuit, et devenu fou d'avoir vu ce qu'il avait vu. Ce n'était pas la chasse d'Orion, déferlant de cime en cime, en déchaînant la tempête. Ce n'était pas le redoutable Odin, sorti des tréfonds du lac de la Locke, où il demeure, pour exiger son offrande de petits-enfants. Ce n'était pas le Ahan, lamentable du vacher, qui du soir à l'aube doit tirer du lac une vache sans cesse y retombant. Il avait commis la faute cruelle de la pousser à l'eau pour s'en débarrasser. Ce n'était pas, mais pensons plutôt à ce que c'était. Le pauvre homme fut frappé de folie pour avoir vu deux coursiers, l'un noir, l'autre blanc, qui se poursuivaient et ne se rejoignaient pas. Le coursier noir avait un seul cavalier, le blanc portait un vieillard, tenant dans ses bras une forme blanche, blottie. Les anciens du pays, à cette description, se signèrent. Ils savaient. Pas un d'entre eux qui n'eût tremblé de rencontrer le cavalier au coursier noir suivi, sur son coursier blanc, du vieillard tenant dans ses bras une forme blanche, blottie. De quand date le maléfice de Fronstein? En tout cas d'avant 1562, puisqu'il est rapporté que cette année-là, frappée de la foudre, la formidable forteresse fut presque entièrement détruite. Tenons-nous-en donc à l'indéterminé jadis. Jadis, le sire de Fronstein, veuf d'une épouse chérie, avait reporté tout son amour sur leur enfant, la jolie Galswins. Il lui avait fait apprendre tout ce qu'une fille de ce rang pouvait apprendre à l'époque. Mais quand elle eut 15 ans, il sentit que bientôt il ne jouirait plus seul de tant de perfection, et cette perspective lui déchirait le cœur. Néanmoins, soucieux du bonheur de Galswins, il ne chercha qu'à lui assurer ce bonheur. Les prétendants étaient nombreux, et il n'en rejeta aucun avant de s'être sérieusement informé. Et voilà que la jeune fille, ayant fixé toute seule son choix, la chance voulut que ce choix du cœur fût en tout point excellent. Il s'agissait d'un neveu de Charlemagne, d'autres disent petit-neveu. La précision serait inutile. Il était beau, fort. L'on discernait en lui un peu des vertus qui avaient fait la gloire de l'oncle, du moins en tant que monarque. Hélas, un certain comte de Geroldsek était parmi les évincés. Un mauvais homme, ce Geroldsek, plein de morgue, que cet échec blessa profondément. D'abord, il se refusa à l'admettre. Il revint à la charge, se prévalant de ses titres et de ses domaines, fit jouer ses relations comme nous dirions aujourd'hui. Il menaça. Il fit pire, par un guet-apens dont son heureux rival se tira indemne, grâce à sa bonne épée, qui s'avéra de même fil que la fameuse Durandal. Alors, Geroldsek décida d'enlever Galswins. Entreprise impossible. La jeune fille ne sortait plus du château, si ce n'était sous escorte. Aussi folle eût été l'idée d'investir la citadelle qui, par sa situation, ses hautes enceintes et ses profondes assises, était inexpugnable. Geroldsek s'y prit plus simplement.
Sachant le neveu du grand empereur occupé au loin sur quelque champ de bataille, il prépara ses plans. Tandis qu'il feignait d'avoir renoncé à la main de Galswins, il acheta au prix fort des complicités dans la place. Le jour venu, sûr de lui et de son défi fringant, il s'engagea sur le pont-levis abaissé par ses séides. Son cheval couleur d'ébène semblait participer à son insolence. Mais aux surprises, le vieux duc, sans attendre qu'il avançât davantage, surgit sous la poterne du château, dressé sur les étriers de son cheval blanc et serrant dans ses bras l'unique trésor qu'il voulait imprenable, sa fille bien-aimée. « Maudit sois-tu, Gérold sec !» proféra-t-il d'une voix si forte que les murs du château en résonnèrent. « Sois maudit, et que Dieu me pardonne !» Puis, s'étant signé, il lança son cheval dans l'abîme, immédiatement imité par Gérold sec sur son cheval noir. Cavaliers et montures se brisèrent au fond des douves. Mais la mort est souvent, paraît-il, le début du châtiment. Et l'on raconte que par les nuits claires de lune, 2 chevaux se poursuivent dans un galop effréné. L'un est blanc, l'autre noir, l'un qui porte un vieillard serrant dans ses bras une silhouette blanche, l'autre un cavalier qui hurle vers eux. Ils mordent le vent, ils sont pleins d'étincelles. Le cheval noir se rapproche, la distance diminue. Non, le cheval blanc s'échappe, la distance de nouveau s'étire. Jamais le cheval noir ne rejoint le cheval blanc et jamais le cheval noir ne renonce. Ainsi jusqu'à l'aube qui les absorbe. Ainsi jusqu'à l'achèvement des siècles. À moins qu'un héroïque témoin ne saisisse le cheval blanc en assaut et l'immobilise. Dans ce cas, le cheval blanc, comme le noble vieillard et l'innocent enfant, enfin arrachés à la terre, auront terminé leur peine. Mais malheur à qui se tromperait et s'accrocherait au naseau de l'autre cheval. Le cheval noir l'entraînerait dans sa fuite, toujours recommencer autour de ce qui fut l'orgueilleux château de Fronstein. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau conte.